Bonjour à tous, je vois que nous sommes en direct, donc bienvenue à ce webinaire organisé par Spartid sur les micro-formats de formation. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah Hakel, directrice de l'innovation pour Change the Work. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Nous accueillons également Stéphane Diebold, président de l'AFEN. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et enfin, Mathieu Levavasseur, fondateur et CEO de Spartid. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Pour ma part, je me présente Alexandra, donc event manager pour Spartid. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Spartid, c'est une startup française de 20 personnes qui propose du mobile learning à destination des grands groupes pour à la fois animer, engager et onboarder leurs collaborateurs. Donc ce webinaire, pour information, va durer 45 minutes. Il sera possible de le revisionner pour les inscrits, donc via un lien de replay qui sera envoyé à la fin de la session et également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions donc dans le chat qui est à votre droite. Je vais aussi vous mobiliser à travers des sondages pendant tout le long de ce webinaire. Alors, je vous propose à tous de faire un petit tour de table pour m'expliquer donc votre parcours, votre formation et votre activité. Sarah, je vous laisse commencer. Bonjour à tous, donc moi je suis Sarah Hakel, je dirige une startup qui s'appelle Change the Work. Change the Work, on existe depuis 6 ans, on a une dizaine de collaborateurs et depuis le début de notre histoire, on travaille sur le futur du travail et les compétences de demain avec un gros angle RH et manager qu'on accompagne sur ces sujets-là. On a un magazine en ligne, on va interviewer des managers, des dirigeants, des RH sur leurs pratiques concrètes. On organise des learning expeditions, des conférences sur le futur du travail, sur tous ces sujets-là. On a un programme de co-innovation RH basé sur le design thinking avec le master RH du CIFOP. Et le plus gros de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de créer de la formation en ligne à destination des entreprises avec une patte éditoriale un peu particulière qui est qu'on utilise la fiction pour engager les apprenants. Donc concrètement, on crée des séries, des courts-métrages, des films pour former où on utilise des extraits de séries et de films déjà existants. Et on a deux manières de le faire. On a un catalogue sur étagère à destination des RH, des managers et sur les soft skills. Et on fait du sur-mesure sur de nombreux autres sujets en utilisant cette patte éditoriale. Merci Sarah. Stéphane, je vous laisse continuer sur cette belle lancée. Eh bien, je suis président de l'AFEN. Donc, l'AFEN, c'est l'association des responsables de formation en entreprise. On est plus de 10 000. On partage ensemble, et vous pouvez voir notre veille sur afen.fr, où toutes les semaines, il y a un article de fond. Le dernier que j'ai mis ce matin, c'était les questions qu'il faut se poser en début de quinquennat. Donc, des questions chaque fois techniques, bien évidemment, on ne fait pas de politique. On a aussi lancé Format Radio en 2018. Aujourd'hui, on a près de 300, on se rapproche des 300 podcasts que vous pouvez les suivre sur formatradio.fr. Donc, c'est intéressant pour connaître l'écosystème de l'information. Tout ceci, c'est gratuit. Et puis, on va lancer bientôt sur le micro-learning. On va lancer une plateforme sur OnlyFans et Temna. On va lancer quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, j'aurai l'occasion d'en parler pendant cet échange. Merci Stéphane. Mathieu, je te laisse terminer. D'accord. Alors, moi je suis Mathieu, je suis fondateur de Spartid. Spartid, nous on propose une plateforme de learning sur mobile qui est basée sur une expérience de 3 minutes par jour sous forme de jeu et social. Et Spartid, ainsi, on aide les entreprises à améliorer l'agilité et la performance de leurs équipes. Parce qu'on pense que la performance des entreprises, elle est faite au jour le jour sur le terrain par des équipes, par des personnes qui méritent d'être engagées à travers une expérience de learning. Voilà. Et je suis très content, Alexandra, de participer à ce webinaire aujourd'hui. Merci de l'avoir organisé. Très content de le faire aux côtés de Sarah et de Stéphane. Merci d'y participer avec nous. Voilà. Merci. C'est une chance de vous avoir tous les trois ici. Et je propose qu'on passe au vif du sujet qui sont les micro-formats de formation. Donc, on entend beaucoup de termes variés pour parler de ces micro-formats. Je vous propose qu'on commence à discuter du mobile learning, du micro-learning et du nugget learning, qui sont des termes un peu plus complexes à comprendre au premier abord. Et Mathieu, je sais que tu es expert de l'un de ces termes. Je te propose de nous parler du mobile learning. Oui, alors
pour commencer par celui-là, même si les trois notions forcément se recoupent à certains niveaux. Pour le mobile learning, pour nous, cette notion, elle renvoie à une expérience d'apprentissage digital, bien sûr, mais qui est pensée d'abord pour le mobile, d'abord pour le smartphone. Et donc, c'est une expérience qui est adaptée prioritairement pour l'utilisateur, dans une logique qui vise à simplifier et faciliter l'expérience de l'apprenant. Tout comme le mobile, le smartphone nous simplifie à tous la vie chaque jour parce qu'on a tout dans la poche et il y a un nombre de services très important et de tâches qu'on peut réaliser maintenant à travers ce petit device qui est dans notre poche. L'expérience de l'apprenant, donc l'apprentissage, il est dans ce cas-là, dans le cadre du mobile learning, conçu pour tenir dans la poche. Et donc chez Spartid, nous, en fait, notre raison d'être, c'est on pense que dans tout ce qu'on fait, on peut trouver toujours une manière toujours plus facile d'acquérir des connaissances pour un apprenant. Et on va relever ce défi en concevant et en développant une expérience qui va demeurer excitante et belle. Mais du coup, évidemment, la notion de mobile learning, nécessairement, elle fait appel aux deux autres notions. Et là, je laisse Sarah peut-être poursuivre. Oui. Oui, le micro-learning, du coup. Oui, donc le micro-learning, c'est plus la modalité pédagogique et c'est plus l'idée d'aller faire des formats courts qui sont entre 30 secondes à 3 minutes. Donc, en allant de temps court, de transmettre des informations. Et donc là, l'enjeu, ça va être comment est-ce qu'on va transmettre les informations les plus concrètes possibles dans ce laps de temps très court. Et nous, c'est des choses en lesquelles on croit dans Change the Work, même si on a des formations qui peuvent durer 1 heure, 1h30. Chaque capsule est courte en format micro-learning et chaque capsule doit amener un contenu concret et on doit vraiment avoir, du coup ça nous oblige vraiment à aller au concret. Ok, très bien, très bien. Eh bien, je laisse Stéphane, parce que je sais que le nugget learning, ça se recoupe aussi dans le mobile learning et le micro-learning. Je pense que vous en êtes le spécialiste, dites-nous tout. Et puis, j'adore l'idée de nuggets learning parce que les nuggets a un double sens. C'est à la fois des capsules, comme disent les Québécois, et puis c'est aussi les nuggets de poulet. Donc, c'est le fast-food de la formation, c'est-à-dire de la formation facilement digérée, rapidement ingurgitée. Et donc, c'est cette idée-là, avec aussi derrière aussi ce qui en France est assez significatif. On a souvent tendance à rejeter le micro-learning en disant que c'est un espace où finalement on n'apprend rien parce qu'on n'a pas de temps. Et finalement, ça nous permet de rentrer complètement dans notre sujet, alors que je crois au contraire que c'est une nouvelle écriture et que c'est tout le travail des pédagogues que de savoir écrire une belle histoire avec ces nouveaux formats. Et je rajouterais juste par rapport à cette métaphore que tu files sur les nuggets de poulet, que néanmoins, ce qui n'empêche pas que la valeur nutritionnelle et la qualité de l'aliment est excellente dans le nugget learning. Et on peut même dire que c'est parfaitement bio. Tout à fait. Je pense que du coup, nos participants ont une vision un peu plus claire de ces termes. Je vous propose de voir à quel besoin ces modes de formation répondent-ils. Stéphane, je vous laisse peut-être commencer par nous donner votre idée sur ce sujet. Oui, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de contenu. Ce qui est un premier élément, c'est qu'il y a une infobésité des contenus, c'est-à-dire qu'il y en a trop et la personne est de plus en plus attirée par des morceaux de contenu. On s'aperçoit qu'il est de plus en plus sollicité, à tel point d'ailleurs qu'apparaisse l'idée de burn-out attentionnel. C'est-à-dire qu'il faut être capable de capter l'attention. Certains économistes disent qu'on est rentré dans l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'avant même de vouloir faire des belles formations, des bonnes formations, est-ce que les gens regardent? Et s'ils ne regardent pas, on sait très bien qu'on ne peut pas tirer le fil. Et donc, il faut être capable d'écrire d'une autre façon ces contenus, de façon à ce que d'abord, on surprenne les gens, on capte l'attention et après, on déroule ce qu'on peut appeler une relation apprenante. Et donc ça, c'est cette idée d'infobésité qu'on retrouve. On estime souvent que dans les années 70, je dis ça pour les vieilles personnes, hein, bien sûr, dans les années 70, une personne était tous les jours sollicitée entre 500 et 1000 fois par de la publicité. Aujourd'hui, c'est entre 5000 et 10 000 fois. Autrement dit, il y a pléthore d'informations. Dans la formation, c'est pareil. Grâce au numérique, ça veut dire que derrière, il faut s'organiser différemment. Et là, il y a pas mal de choses et de pratiques nouvelles qui sont à mettre en place. Oui, c'est vrai, Stéphane, que
C'est très intéressant ce que vous dites. Et justement, Mathieu, est-ce que dans ton expérience, dans ton travail chez Spartid, cette pléthore d'informations, est-ce que c'est une problématique que tu rencontres et du coup un besoin qui représente un besoin nouveau pour ton activité? Ouais, alors, j'aime bien ce terme d'infobésité, mais qui est à un tel point que parfois ça amène justement à un dégoût, entre guillemets, et une désaffection vis-à-vis du learning. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre à disposition des ressources quelque part pour que des employés y aient accès. On en parlait, alors nous, on adresse beaucoup les équipes qui sont disséminées à travers un territoire et à travers le monde aussi, bien souvent, dans le cadre des grandes entreprises. Et la problématique, le besoin derrière aussi, auquel le mobile learning, le micro-learning répondent, c'est un besoin d'engagement. Et parce que ces employés sont à travers le monde, ils exécutent le métier, ils font la performance de l'entreprise au jour le jour, comme je le disais, mais ils sont un peu loin des yeux, loin du cœur, entre guillemets, le cœur du siège. Et donc, il y a une problématique d'avoir accès à ces employés, une problématique de reach, et comment on va engager ces employés. Et pourquoi les engager derrière? C'est pour pouvoir, on appelle l'alignement, faire en sorte que l'employé il soit entre le siège, on va dire l'organisme central qui, par exemple, définit des produits, market des produits, etc., et le discours qui va être porté par un vendeur, par exemple, sur un point de vente, on ait la même information qui soit partagée. Parce que ça, c'est un sujet de performance. Et il y a aussi un sujet d'agilité. Les entreprises, elles font face, de plus en plus de défis qui sont liés à des changements sociologiques, des changements dans la manière de travailler, de risques nouveaux, etc. Et l'agilité de l'entreprise, c'est la capacité à pouvoir répondre à ça et pouvoir justement déployer de la connaissance, des informations utiles par rapport à ces enjeux de manière réaliste, de manière faisable et pratique. Et c'est là où je pense que le mobile learning, le micro-learning et le nugget learning interviennent parce qu'ils rendent les choses faisables en termes de déploiement, à mon sens. Si je peux rebondir sur ce que disait Mathieu, ce qui est très intéressant dans les nouveaux comportements, c'est pas tellement l'erreur, c'est de mettre à disposition des contenus. Ça veut dire que le pédagogue n'a pas fait son boulot. Mais une bibliothèque de contenu, c'est qu'on n'a pas fait le boulot. C'est d'accompagner et de donner l'envie sur des contenus et donc d'organiser l'engagement. Et donc ça veut dire que c'est un travail qui s'appelle le marketing de la formation. Et donc c'est quelque chose, ou le design de la formation pour donner de l'émotion. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut écrire. Et si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on jette du contenu en se disant servez-vous. Et on fait l'hypothèse que les gens n'ont que ça à faire dans la journée, de se dire je vais me jeter sur le contenu qu'on me jette. Ça veut dire qu'il faut construire la valeur. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans la pédagogie. Oui, c'est vrai qu'on voit bien que le métier change du coup de Digital Learning Manager. Il faut aller beaucoup plus loin sur tous ces enjeux-là de marketing, comme ce qui s'est passé d'ailleurs avec le recrutement il y a quelques années, qui se déroule avec la formation aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut penser la formation comme une learnal branding, c'est-à-dire que d'en faire une marque avec une promesse et donc de penser comme le marketing le pense, en disant je fais une proposition et surtout j'écoute les réactions des gens. Parce que ce n'est pas simplement je pousse du contenu, c'est comment les gens le vivent. S'ils adorent, c'est que j'ai tapé juste. Si je suis passé à côté, ce n'est pas grave, je pivote et je change quelque chose. Et j'ajouterais que derrière, il y a, puisqu'encore une fois, derrière tout ça, il y a une question de remettre au centre la question du jeu l'apprenant. Il y a une notion aussi d'animation qui va avec ça. C'est une communauté apprenante, des équipes, on en parle, l'organisation apprenante, c'est une notion qui est connue, mais qui a besoin d'être animée. On doit faire vivre, c'est une réalité sociale au final, le fait que des gens même apprennent 3 minutes chaque jour, c'est une réalité sociale qu'il faut animer, et c'est là où elle prend son plein impact et sa pleine valeur, que ce soit en termes de performance ou d'agilité, encore une fois. Exactement. Et le snack content, pour donner un autre mot qu'on n'a pas défini, le snack content est intéressant parce que justement, dans une communauté, ça permet la réaction et ça veut dire qu'en fait, il faut un animateur, donc quelqu'un qui soit capable de mettre quelque chose qui fasse réagir. Donc, on écrive des morceaux qui amènent la réaction et derrière, on laisse la pédagogie de pair à pair, les gens réagir à leur façon, mais surtout regarder comment les autres réagissent. Et là, l'idée de communauté apprenante qui n'est pas encore suffisamment développée et qui le fera, c'est la seule façon d'animer justement ces contenus. C'est la façon la plus efficace d'animer parce que les apprenants sont remis en centre tout seuls, mais en regardant aussi les autres apprendre, ce qui est un outil d'apprentissage extraordinaire.
Oui, donc pour reprendre un peu ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il y a vraiment ça quand on parle de mobile learning, on parle de la modalité pédagogique, de la manière de faire, mais en fait, on parle aussi de toute l'animation et de toute la manière dont on va faire vivre ces contenus pour qu'ils aient un vrai impact auprès des apprenants. Tout à fait, tout à fait. Ben, merci pour ces explications. Je vous propose de regarder aussi, d'un point de vue très concret, comment ça se manifeste dans vos activités. Je vais laisser justement Sarah nous expliquer. Donc, j'ai vu que vous mettez en œuvre des contenus courts, et je vous propose de regarder justement un contenu que vous avez réalisé et que vous nous expliquiez en détail justement à quoi il correspond et ce à quoi il répond. Super. Alors ça, c'est Visio Boulot Dodo. C'est une série qu'on a fait sur le management à distance. C'est la première série qu'on a faite. On a voulu répondre au questionnement des responsables formation qui nous disaient pendant la crise sanitaire, oui, mais ils en ont marre de l'écran. Donc, je ne peux pas en plus leur mettre du e-learning. Ils font de l'écran toute la journée. Mais ces gens-là, en fait, ils vont sur Netflix le soir. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on ne peut pas leur ramener du Netflix et de la série pour se former, pour quand même transmettre des messages. Et donc, Visio Boulot Dodo, on suit Max et son équipe qui passent en télétravail du jour au lendemain. Max, c'est un manager un peu moyen au début, et puis au fur et à mesure des épisodes, il devient meilleur. C'est 10 épisodes qui se suivent, il y a une vraie histoire, mais chaque capsule peut vivre d'elle-même. Et donc là, la capsule que vous allez voir, ça va être sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle à distance. Voilà. Très bien, merci. Je lance. Et voilà. Une bonne chose de faite là. J'ai bien fait de me chauffer. J'ai bien fait de me chauffer ce soir, moi. Ça résonne, Alexandra, je sais pas si... J'envoie ça au deuxième et on est bon. Non. Est-ce que c'est mieux ? Je débriefe avec l'équipe demain matin. Je leur envoie maintenant. Je leur envoie maintenant. Et là, on sera bon. Et là, on sera bon. Ça c'est une... Oh ouais. Allez. C'est ton micro que tu dois couper. Oui. Il a enfin fini. Il est fou de bosser cette heure. Oh, allez, non, je lui ferai un feedback demain, c'est trop là. Un plus grand, par contre. Elle a déjà lu? Pourquoi elle bosse à cette heure-là, elle? Oh non, je peux pas la laisser être celle qui cartonne, c'est moi le plus involved. C'est super, génial le feedback. Je vais faire un vrai rapport, moi, elle va voir. Alex a lui aussi. Bah, il a fait notre de synthèse. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils se bossent tous à cette heure-là? Il faut que je regarde, ça doit être grave ça. Chérie, m'attends pas. J'ai un truc pour le boulot. Non, mais je te promets, elle y a cru. Mais elle a totalement marché, hein. Et moi, j'étais morte de rire à côté. Ouais. Attends, deux secondes. Non, mais c'est pas vrai, même lui, il s'y met. Allô? Ouais, je sais pas ce qui se passe. Toute mon équipe bosse, là. Bah, je sais pas. Mais tout le monde bosse sauf moi, ça craint. Ils vont croire que je m'en fous. Ouais, attends. Bon, écoute, faut vraiment que je regarde, là. Ouais, je te laisse. Ouais, à bientôt, salut. Attirer, fidéliser et motiver. Génial. Cécile aussi? Non mais c'est fou chérie, ils sont super motivés. Ah non, mais c'est génial. Mais avec une équipe pareille, je peux dire que je vais devenir le manager de l'année, moi. Ah ouais. Et toi, Maxime? Qu'est-ce que tu penses du point 3 d'Alex? Mais j'en sais rien, moi j'ai rien lu. Et pourquoi est-ce qu'il bosse à cette heure-ci aussi, là? Donc voilà, donc là on voit bien qu'en fait avec la capsule on comprend ce qui se passe, on voit que le manager au début c'est l'idée qui dérange son équipe, puis même lui ça finit par le déranger. Et donc là en fait ce que vous voyez c'est
on met en place ce qui se passe, on montre la situation concrètement, et après, on a un formateur qui va débriefer et reprendre ce qui s'est passé et donner des clés. Finalement, la fiction d'elle-même transmet déjà des informations. Tout à fait, non, c'est fascinant la façon dont on peut former sous la fiction. Et je ne sais pas si Stéphane, Mathieu, est-ce que vous voulez rebondir par exemple sur cette vidéo, ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, je peux passer directement à Stéphane. Ce que vous, alors, juste une remarque. Moi, juste un petit commentaire. Pardon, ouais. Stéphane. Je veux passer en petit commentaire. Je trouve très intéressant cette notion de reprendre le code des séries déjà télé, et cette notion d'occuper le temps. Pour y revenir d'ailleurs, mais qui dit épisode court, dit fréquence de l'expérience, et dit j'occupe le temps. Et quand la connaissance occupe le temps, c'est là où vous commencez à avoir de la puissance, de la puissance de la connaissance, et je trouve ça vraiment très intéressant. Et en plus, l'aspect humoristique, évidemment, le tact suprême, la manière la plus fine d'aborder une population. Donc, très bravo pour tout ça, Sarah, en tout cas. Merci, Mathieu. Exactement, c'est un très beau travail, surtout que ça s'inscrit bien dans une relation apprenante, c'est-à-dire de se dire qu'on travaille sur le format des séries, donc c'est ça qui est intéressant, et on rebondit de série en série. Quand la série a bien fonctionné, c'est-à-dire on voit le taux d'engagement, les gens qui le relisent, ou on s'aperçoit que le ton a tapé juste, dans ces cas-là, on est dans de la fidélisation apprenante. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose on n'a pas l'habitude de ça en formation, on ne raisonne pas en relation. On dispense la formation, c'est fini, vous avez apprécié, merci, suivant. Tandis que là, on travaille sur de la relation apprenante, et ça, c'est une autre façon de penser la formation. C'est vrai que là, on nous demandait quand est-ce qu'on va voir l'épisode suivant, qu'est-ce qui se passe avec Max, est-ce qu'on peut avoir la saison d'après. Et dans les retours apprenants, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a eu des retours qui nous ont dit « j'ai failli faire ça et je me suis souvenu de ce que Max avait fait et je ne l'ai pas fait ». Et donc, en fait, le fait de voir une fiction, quand même, on se met beaucoup plus en situation, on imagine beaucoup plus ce que ça peut donner. Non, mais c'est vrai, un grand bravo, et ça me donne aussi envie de voir l'épisode suivant. Bon, il y aura 3 personnes qui vont s'inscrire maintenant. Oui, c'est ça, on va tous vouloir regarder les aventures de Max. Est-ce que, comme dans Netflix, on donne les premiers pour après pouvoir accrocher les gens, et donc les gens suivent pour les autres? Pardon? Est-ce que, comme sur Netflix, on leur offre gratuitement les premiers, puis après, ils sont obligés de s'engager davantage pour voir les suivants? Alors, on le fait pas, on le fait beaucoup en interne pour l'instant, mais ça peut être une idée, pourquoi pas. Stéphane, je vous laisse parler de votre activité. Absolument. Et donc, pour faire un complément, parce que là, c'était quelque chose qui était bien construit, qui était quelque chose qui était très corporate, je voulais rebondir avec autre chose qui est 2 points, le street content. C'est-à-dire que le contenu, donc de rue, si on prend la traduction, mais à l'arrache. Et donc, c'est très intéressant d'interroger des gens, de leur poser des questions sur des formats courts ou des formats longs, mais c'est très intéressant qu'ils se filment eux-mêmes. Je prendrai comme exemple l'université SOR, qui lançait une université de l'eau. Eh bien, elle a demandé à ses apprenants, ceux qu'elle avait identifiés comme des gens de compétence, des gens qui étaient talentueux, de se filmer eux-mêmes. Et donc, tout le travail de formation, c'était de leur laisser la main, ce qu'on appelle le Learner Generated Content. Et ça, sur des petits formats, les gens sont très friands de ça. Et l'avantage de ça, alors, en amont, il faut bien sûr préparer, organiser de façon à ce que tout le monde le fasse. Bien sûr, il faut un superviseur pour qu'on ne filme pas n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que les gens reconnaissent, et quand on travaille dans une entreprise, les gens se disent, finalement, c'est Maurice, c'est des gens que je connais, que j'ai déjà rencontrés, donc j'ai envie de savoir ce qu'ils ont à me dire. Et donc, ça crée du lien, un lien particulier, les deux étant très complémentaires, il n'y a pas d'opposition, mais ça permet de démocratiser aussi le snack content de façon à ce que les gens puissent rentrer dedans. Je voulais surtout rebondir sur Temna, où on va lancer une expérience. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Ça devrait sortir d'ici 3 semaines à peu près, sur les 100 livres qu'il faut avoir lus en formation, sans prise de tête. Voilà, donc, le sans prise de tête, c'est évidemment les petits contenus, c'est 300 mots. On reprend les 100 ouvrages qui sont, on part de Socrate, de Homère, on part de Rabelais, on part de Montaigne, enfin, de Vygotsky, Piaget, enfin, il y en a 100 au total. On fait ça sous forme de série, donc par 20. Et donc, ça veut dire qu'on donne des matériaux avec des citations sur 300 mots, et ça nous permet d'avoir, les gens peuvent suivre ça et de lire le contenu. C'est un résumé. Ça leur permet souvent les gens ne lisent pas le contenu majoritairement, mais de professionnaliser avec un questionnement.
Et l'idée qu'on avait derrière ce projet-là, qui m'avait été proposé par quelqu'un qui m'avait entendu, c'est simplement le fait de dire, c'est que souvent on associe snack content avec réduction de la qualité et réduction de l'ambition de la formation. Eh bien, pas du tout. On voulait montrer que c'était possible de faire quelque chose de très haute qualité, qui tienne la route. Alors, on est d'accord, pas d'accord après, mais ça veut dire qu'on peut avoir une vraie ambition. Le contenu ne change rien et le format ne change rien. La question, c'est où je veux les amener, quels sont mes objectifs pédagogiques. Et il ne s'agit pas d'amener les gens en réduisant la qualité de ce qu'on leur donne, mais de monter la qualité et que le format le permette. C'est ça qui est intéressant. Et donc, je voulais montrer que, puisque ça n'existe pas comme format, donc je vous invite à aller sur OnlyFans Temna. Comme ça, les éléments vous seront donnés. Ça vous permettra de regarder et puis on lancera ça d'ici très peu de temps. Mais l'intérêt, c'est que comme ça, vous pouvez vous réapproprier ça en mettant beaucoup de visuels. Puis comme le disait Mathieu, derrière, c'est quand on a du contenu, il faut travailler l'animation. Et ce qui est en germe derrière tous ces éléments-là, c'est la communauté apprenante. Et là, derrière, c'est des choses passionnantes où justement, on relaisse la main aux apprenants pour que ce soit eux qui nous donnent des matériaux. Mais pour faire ça, il faut dans un premier temps que l'animateur fasse le travail pour dire, je pose mon cadre, je les habitue, d'où le fait d'avoir des séries, et puis après, je les surprends dans le cadre de ce que je leur propose. Et j'abonde, Stéphane, dans ton sens, quand tu dis que c'est pas parce qu'on a de la micro-capsule que ça a moins de valeur. Clairement, enfin, plus que jamais, le fameux adage l'assise mort s'applique dans le domaine de mobile learning, micro-learning et nugget learning, indéniablement. Et on retrouve les grands auteurs. Hein. Voltaire adorait ciseler ses mots. On retrouve Saint-Augustin, qui est un grand pédagogue, etc. Donc, on se retrouve avec des gens qui travaillaient leurs mots. Et dans le XXe siècle, on a oublié la rhétorique. On ne travaille plus ces mots. Ben maintenant, on va apprendre à travailler ces mots. On dit punchline pour justement, ou aphorisme, de façon à pouvoir amener les gens à rentrer dans mon histoire très rapidement. Exactement. Et c'est Léonard de Vinci, je crois, qui disait la simplicité, la suprême sophistication. Voilà. Pardon pour ces citations dropping. Non, mais c'est fascinant, Mathieu, et je te laisse continuer vu que tu as la parole sur une présentation de Spartid, une démo pour montrer le contenu peut être court et de qualité. Avec plaisir. Comme je disais, chez Spartid, on s'attache à délivrer une expérience donc sur mobile, comme on le voit là. Donc, dans lequel on va retrouver des cartes, on va être tout de suite engagé, le joueur va être engagé à jouer, à entrer dans l'expérience de jeu, on va lui expliquer les règles, ce qu'il va avoir à faire, comment il peut jouer, mais tout de suite, derrière, on a une expérience qui est trépidante, excitante, courte. On va avoir des questions qui vont employer différents types de mini-jeux, de gameplay. Là, on est sur un QCM assez classique, on donne des options, et on va être exposé à un texte explicatif, une réponse qu'il faut lire d'abord avant de répondre à une question de compréhension. Le but, là, c'est créer du succès même dans l'échec. Donc ça, c'est un point important. Et l'expérience se poursuit à travers là une spot image. Donc on va pouvoir sélectionner dans une image des zones et pour répondre, pareil, une interaction de jeu, gagner des points à chaque étape à travers différentes modalités. Là, on est dans des cartes à glisser. Donc on va associer des cartes à différentes notions. On peut montrer jusqu'à 4 notions qui s'associent à ces cartes. Et donc, c'est ce qui permet de manipuler des connaissances selon des modalités qui sont différentes. On sait être une des clés de l'ancrage mémoriel. Et voilà. Et donc, cette expérience, c'est 3 à 4 questions-réponses chaque jour durant des périodes de jeu qu'on appelle des campagnes. Et on arrive, on gagne des points. Et c'est une expérience de jeu avec un game design qui est cohérent et qui est très important pour garder, encore une fois, l'utilisateur sur plusieurs jours, semaines, et avec des campagnes qui ont lieu toute l'année. Là, on venait de voir une breaking news qui permet d'animer aussi avec des notions complémentaires. Alors, c'est très difficile de présenter en quelques secondes une expérience qui est 3 minutes chaque jour et qui permet beaucoup de choses, mais on en a les clés de ces expériences qui permettent d'avoir justement des niveaux de rétention très importants des joueurs, puisque ce qui est important là, c'est d'avoir des utilisateurs qui, comme vous le disiez précédemment, Sarah et Stéphane, vont revenir, vont continuer cette expérience, vont pas venir une fois et puis plus jamais revenir. Ce qui a de la valeur là, c'est la lifetime value induite chez l'apprenant. C'est-à-dire quel est le niveau du lien
qu'on met en place avec l'apprenant et à quel point il s'inscrit dans le temps. Encore une fois, le temps est une clé importante. Il y a des mécanismes entre pairs de gamification pour savoir où ils se placent par rapport aux autres? Oui, tout à fait. Alors, sans vouloir trop occuper avec Spartid cet échange, mais effectivement, les joueurs peuvent se retrouver dans les classements de jeu en temps réel, dans lequel ils vont voir effectivement leur positionnement par rapport aux autres joueurs, qui est un classement de jeu, encore une fois, qui n'illustre pas forcément, c'est pas de la notation, loin s'en faut, et y compris au sein des équipes. Et même au sein des équipes, on va avoir un animateur, un ambassadeur, qui est bien souvent un manager, et qui peut justement aller dynamiser et animer au quotidien dans une expérience qui est digitale, c'est-à-dire il va avoir des informations dans le digital, il peut animer, mais également en physique. Ça occasionne le fait de dire, tiens, ben, bravo pour aussi bien maîtriser tel sujet. Et d'ailleurs, on a, je sais pas, Stéphane, qui maîtrise un peu moins bien ce sujet. Est-ce que Sarah, tu pourrais l'aider? Et là, on arrive vraiment, c'est là où on arrive dans le learning qui vient permettre de faire du management et on est dans toute la noblesse du métier. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on a pu voir 3 activités très concrètes et pourtant très différentes. Et je vous propose à tous les 3 maintenant de nous donner, si vous aviez un point clé à mettre en valeur, vraiment un élément sur lequel vous souhaiteriez insister, quel serait-il? Mathieu, je te propose de commencer. Ouais, moi, sans surprise, je viens de l'évoquer, c'est le temps. Occuper le temps, les marketeurs, les gens du marketing, et je suis d'accord Stéphane quand tu disais le marketing, la formation est important. Si on veut être ambitieux pour la formation, tout comme en économie, ben on fait du marketing, on essaye de penser de donner le maximum d'impact à ce qui est fait. Et une des clés, c'est le temps. Les gens de marketing l'ont bien compris, ils font des campagnes, ils occupent le temps, puisqu'ils parlent de cette notion de top of mind, de faire en sorte qu'une notion demeure à l'esprit des gens. Parce que derrière le top of mind, il y a une notion de réflexe. C'est ce que là aussi, ce que tu disais, Sarah, la vidéo, elle permet de créer un réflexe parce qu'on voit une fiction et on se dit, tiens, il y a un truc qu'il ne fallait pas faire, je l'ai vu et ça me crée un réflexe. Et ça, d'ailleurs, ces réflexes, c'est extrêmement intéressant en plus pour l'entreprise parce que c'est des réflexes de connaissance, mais des réflexes opérationnels derrière. Et qui dit réflexe opérationnel, dit performance. Dit performance ou agilité, diminution des risques. Donc, par rapport à de nombreux challenges auxquels l'entreprise a à faire face, et Dieu sait si l'entreprise a à faire face à des challenges, et ben le temps et le côté top of mind sont des alliés extraordinaires. Non, tout à fait. Et je propose à Sarah justement de nous parler de elle, son point clé pour vous. Qu'est-ce que nos participants auraient à retenir de toutes ces discussions? Bah, nous, du coup, évidemment, on va beaucoup parler, c'est la fiction. Après, je comprends, nous, bah là, c'est une série qui a été faite par un vrai réal, un vrai scénariste, c'est pas évident de faire des séries comme ça ou des films. Mais par contre, s'il y a quelque chose qu'on peut tous faire, c'est raconter des histoires. Et je pense que ça, c'est hyper important, c'est passer des messages par des histoires. On l'a tous fait, on a tous appris des choses en écoutant des contes enfants, en regardant des films. Et donc, si on n'a pas les moyens de faire une série, un film, on peut au moins prendre le temps, quand on design sa formation, de raconter une histoire pour mieux engager l'apprenant et mieux créer de l'émotion et donc mieux retenir. Oui, c'est vrai que l'émotion est essentielle. Je pense qu'on le retrouve dans tous les nouveaux modes de formation actuellement. Et même Stéphane, vous avez aussi, il me semble beaucoup à dire sur le côté émotionnel de la formation. Est-ce que vous auriez aussi un point clé à mentionner sur le sujet? Oui, donc ça tombe bien. Je crois que l'émotion, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la grosse découverte pédagogique du XXIe siècle. C'est-à-dire que le XXe siècle, c'est la raison. L'émotion, il faut faire quelque chose qui capte l'attention, qui donne l'envie, et une grosse partie de l'émotion est inconsciente. Hein. Tout comme les apprentissages, d'ailleurs, une grosse partie des apprentissages, la majeure partie sont inconscients. Et donc, le vrai enjeu de l'émotion, c'est est-ce que c'est intéressant ce que je raconte? Et donc, je crois qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est intéressant? Déjà, quand on voit des professionnels de la profession qui vous disent non, mais c'est ce qu'il faut faire, on voit qu'eux-mêmes ne portent pas d'émotion. Donc, c'est pénible. Donc, on a intérêt à avoir une ligne hiérarchique puissante qui va imposer le fait que c'est obligatoire et ça sera évalué. Voilà. L'autre élément, c'est l'émotion de qui? Est-ce que c'est l'émotion du décideur, du responsable de formation, par exemple, du formateur?
qui est tout content d'avoir fait un truc sympa, d'avoir appris à travailler sur du snack content. Donc ça, c'est passionnant. Au moins, ça fait un heureux, c'est déjà pas mal. Ou est-ce que c'est l'émotion de l'apprenant? Et donc, c'est intéressant, au lieu de se dire, je vais lui faire je vais pousser du contenu intéressant, parce que c'est moi qui l'ai choisi, c'est intéressant de lui dire de quoi il a besoin. Et de faire, par exemple, des FAQ. C'est-à-dire lui dire quels sont les problèmes qu'il rencontre. Et là, on fait du 2.0, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on me donne, c'est là la pédagogie agile, je vais remonter, et là, je m'aperçois qu'il y a des sujets que j'aurais peut-être pas traités, mais qui, eux, les intéressent. Et en partant de là, je retisse mon lien pour atteindre mes objectifs pédagogiques. On est toujours sur de la formation, mais ça veut dire que je tire mon fil. Et donc, le conseil que je donne, c'est sortez des professionnels de la profession qui s'entendent entre eux pour dire c'est bien parce que c'est beau, parce qu'ils ne l'ont jamais fait et qui s'excitent tout seuls, et allez voir les apprenants pour dire eux, ils fonctionnent comment. Et donc, tout particulièrement des apprenants qui ne sont pas comme vous, prenez par exemple les jeunes. Alors, j'ai été jeune aussi, mais ça veut dire que ça fait quelques temps. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, un jeune ne fonctionne pas comme moi. Et donc, comment je peux faire? Je vais leur poser des questions. Et je vois déjà l'engagement et je n'ai pas besoin de mettre énormément d'investissement pour favoriser l'engagement. Si je réponds à leurs besoins, leurs vrais besoins, pas ce que j'imagine être leurs besoins, dans ces cas-là, ils viennent tout seuls. Et pire, ils deviennent ambassadeurs et ils disent à tout le monde que c'est génial et c'est eux qui poussent tout le monde à venir. Ouais, et c'est cette idée-là de basculer du XXe siècle de l'expert au XXIe siècle de l'apprenant. C'est le conseil que je donne parce que c'est ça qui fait la différence. Et après, il suffit d'animer, c'est-à-dire de faire de l'émotion ensemble. Ouais. Vous connaissez la phrase de Ricard qui dit l'important, ce n'est pas le message, c'est le messager. Non, mais tout très à fait, fort, je pense. Très, très fort. Et ouais, j'abonde. Je ne sais plus qui disait la beauté sauvera le monde, mais c'est vraiment l'émotion qui sauvera l'apprentissage. C'est une clé extrêmement forte. Et on sait, en neurosciences d'ailleurs, l'émotion, là encore, en termes d'ancrage mémoriel, on apprend par émotion. Un enfant apprend par émotion, il apprend. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'expérience du jeu est si propice à l'apprentissage et que tout humain commence par apprendre dans le jeu. On parle de notion d'homo ludens, elle est extrêmement, extrêmement importante. Donc, bravo Stéphane, c'est très inspirant. Oui. Et sur l'émotion, juste pour ajouter une dernière chose, il y a des choses qui sont sorties aussi beaucoup sur le rire ces derniers temps. Des études qui ont été faites sur justement plus on rit, cette émotion-là particulièrement crée encore plus d'apprentissage et de rétention. Et crée du collectif. Quand on a une belle émotion, elle se diffuse à plusieurs, on le diffuse à 3 niveaux, de façon à ce que ce soit encore représentatif. Donc, si on forme quelqu'un, il va évangéliser sur le bien-être auprès de l'entreprise. Non, mais c'est vrai que émotion, temps, fiction, je pense que ce sont des pistes essentielles qui vont servir à nos participants. Et j'en profite d'ailleurs avant d'amener notre prochain thème pour peut-être répondre à une question de Clarisse. Avez-vous des données de neurosciences qui appuient la pertinence de ces micro-formats? Je ne sais pas si vous avez des données peut-être statistiques, mais est-ce que un de vous trois, est-ce que vous avez des éléments qui permettent d'appuyer, en tout cas, de prouver que les micro-formats sont efficaces, sont pertinents et favorisent la rétention mémorielle? Oui, alors les neurosciences ont montré que ce qui était le plus important, ce n'est pas véritablement les formats, c'est l'émotion des formats. C'est-à-dire que quand on montre, Damasio a montré que quand on était capable de susciter de l'émotion, donc Antonio Damasio, qui est le neuroscientifique des émotions américain, donc quand on est capable de susciter de l'émotion, alors qu'elle soit positive ou négative, dans l'entreprise, on va essayer de faire positif, dans ces cas-là, on augmente la mémorisation, donc dans le temps, et surtout, on mémorise beaucoup plus de choses. C'est-à-dire qu'on mémorise tout le contexte qui est autour de ce qu'on doit apprendre. Quand il n'y a pas d'émotion, c'est pénible. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont capables d'apprendre sans émotion, ça s'appelle des sociopathes. Et dans ces cas-là, ils ont beaucoup plus de difficultés. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des formations à apprendre à être sociopathe. Ou alors, on se dit, créons cette émotion, puisque l'individu, et Michel Maffezoli, dans l'Homo eroticus, avait cette belle citation, c'est des communions apprenantes. Il montrait que ce qui est important, et ce qui est le rôle de l'entreprise, c'est de créer justement ces émotions collectives, parce que chaque individu ne demande que ça. Et donc, si on a un beau projet, qu'on arrive à créer cette émotion-là, on fait du corporate branding, pour revenir à des choses comme ça, et surtout, on leur permet d'apprendre mieux. C'est eux qui demandent à apprendre parce qu'ils trouvent ça intéressant. Et les neurosciences, c'est beaucoup ce qui est une des grosses évolutions qui va avoir lieu donc, sur tout ce qui est dans l'émotion, c'est les neurones miroirs qui ont été découverts chez l'homme en 2010. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
qui permettent justement de savoir ce qu'est un bon formateur. Donc aujourd'hui, et la machine peut être une très très bonne intelligence artificielle de bonne qualité. Samsung a fait des travaux très intéressants dessus pour montrer qu'on commence à comprendre ce qu'est une émotion grâce aux neurosciences. Ouais. Et la littérature en neurosciences est quand même extrêmement abondante. Il y a énormément de choses et je ne veux pas me substituer aux experts, aux scientifiques qui démontrent en quoi ces micro-formats, ces expériences courtes sont pertinentes, mais les mécanismes d'essai-erreur, notamment, qui sont connus comme étant des moteurs d'apprentissage très très forts. Donc on essaie quelque chose et très rapidement on voit le résultat, l'output, est-ce qu'on a réussi ou échoué. Ce sont des mécaniques d'apprentissage qui sont extrêmement efficaces, qu'on utilise notamment, qu'un bébé utilise quand il apprend. Sans pour autant avoir une étude là à citer très spécifiquement. Mais la question est intéressante et si on trouve la réponse, on la partagera avec. What's German avait montré sur alors l'apprentissage de l'allemand, bien évidemment, sur WhatsApp, sur la connaissance des mots, les fameux 300 mots qu'il faut connaître pour avoir les vocabulaires de base, que justement, quand on était capable de surprendre les gens, donc on ne crée pas des routines, c'est-à-dire qu'on leur envoie des messages en disant qu'est-ce que veut dire ce mot-là, la personne traduit, et comme il n'a pas l'habitude, il ne sait pas que c'est à 8 h du matin, tous les matins qu'il a son mot, dans ces cas, il est surpris, donc il est obligé de ramener en mémoire tous ces signaux parce qu'il n'a pas préparé la réponse, et donc c'est le fait d'apprendre à ramener qui lui permet justement donc d'être surpris sur ces micro-formats très rapides, après on passe à autre chose, mais ça veut dire que c'est ça qui va leur permettre de ressolliciter leur mémoire sur de la façon dont on voit la mémoire aujourd'hui. Et après, il y a une notion, encore une fois, de pragmatisme. Même si il était supérieur d'apprendre en ayant en consommant des contenus plus importants, plus lourds, etc. Le point, c'est que ça veut dire que c'est une contrainte qui est plus importante en termes de budget de temps quotidien. Et forcément, du coup, on convertit moins, c'est-à-dire qu'on arrive moins à atteindre une population et on retombe sur cette question de l'engagement. Si on veut toucher une population largement et donc avoir un impact important, on est obligé quand même de répondre à une contrainte budgétaire temporelle, encore une fois, de temps, qui est limitée. En gros, tout le monde a 3 minutes par jour dans une journée. On peut toujours trouver 3 minutes par jour, même le président de la République trouve 3 minutes. Dès qu'on approche, et ça on le sait, il y a d'autres études qui le montrent, dès qu'on approche des 10 minutes, là, on commence à perdre énormément de gens. Parce que trouver 10 minutes dans une journée, c'est compliqué. C'est plus compliqué que 3 minutes. Et alors, a fortiori, si on cherche 30 minutes ou 1 heure. Alors, peut-être une remarque pour dire à peu près la même chose, mais avec une nuance de taille, c'est qu'on oppose souvent le snack content au slow content, c'est-à-dire les formats courts, des formats longs. En fait, c'est une erreur de penser les choses comme ça. Les gens consomment beaucoup de formats longs, de plus en plus. Regardez les podcasts, on s'aperçoit qu'il y a eu entre 2020 et 2021 plus de 20% de consommation de podcasts. On s'aperçoit que les podcasts apprenants marchent très bien, quand en général, ils sont une quarantaine de minutes, parce qu'un podcast, traditionnellement, c'est entre 20 et 40 minutes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les gens sont prêts à prendre du long, mais ils demandent que ce soit intéressant. Donc, voilà. Et l'autre élément, c'est qu'ils rentrent dans un univers. Et dans les deux cas, que ce soit intéressant, ça intéresse l'apprenant, ça fait partie de l'analyse des besoins. Et puis après, à moins de raconter une histoire, comme disait Sarah, c'est-à-dire de raconter une histoire qui tienne la route. Et donc, dans la durée, faire des séries. Et quand on voit dans les podcasts, on aime bien les débats, on aime bien la tribu qui parle ou la personne qui parle seule, tout est bon. Les gens se sont habitués et donc petit à petit, on rebondit et on grandit avec eux sur des courbes d'apprentissage. Non, mais tout à fait. Ouais. Et je pense que ça nous amène aussi à notre point suivant, c'est est-ce que ces nouveaux formats sont amenés à se substituer au format traditionnel, même le présentiel. Est-ce que le format court va devenir la norme puisque justement il est plus pertinent en termes de rétention et je laisse Sarah s'exprimer là-dessus. Je pense pas qu'il puisse se substituer complètement, moi. Nous, par exemple, la manière dont on l'utilise, quand on nous pose la question sur est-ce que c'est suffisant sur la théorie, mais si on veut continuer à accompagner, déjà toutes ces histoires de communautés d'apprenants sont importantes, évidemment, mais il y a aussi le fait de proposer des formats différents pour plutôt pratiquer. Donc, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est soit des co-dev avec des managers qui vont partager leurs pratiques, des moments de mise en pratique différentes. Je pense que c'est pas suffisant et il faut aller un peu plus loin pour que ce soit vraiment complet. Après, pour avoir une base, évidemment, on peut faire plein de choses avec du e-learning, mais si on veut vraiment que l'apprentissage aille jusqu'au bout, et ça c'est un peu intéressant parce que là on commence à toucher à tout ce qui est KPI, est-ce que
mon taux de mesure, c'est juste le taux de complétude, ou est-ce qu'il y a vraiment eu un impact sur le terrain? Je pense que si on veut vraiment aller jusqu'au bout et voir s'il y a un impact sur le terrain, il y a d'autres mécanismes qui doivent continuer pour aller accompagner ça. Non, mais tout à fait. C'est vrai que je pense que la formation présentielle est amenée à évoluer, et surtout avec les micro-formats. Et Mathieu, toi, je pense aussi que dans ton expérience, en soi, Spartid ne se substitue pas forcément au format traditionnel, n'est-ce pas? En fait, moi, je pense qu'il y a aucune modalité qui substitue. On a besoin de tout. On a besoin de. J'en profite d'ailleurs pour réagir à ce que tu disais, Stéphane. Et je suis pas forcément d'accord. Et c'est bien parce qu'on est aussi dans un lieu d'échange. C'est vrai qu'il y a une multitude de formats disponibles. Tu parlais des podcasts, un webinar, finalement, c'est un format aussi d'interaction, même qui existe aussi. Il y a le présentiel, il y a toutes les modalités digital learning qui existent, et elles sont toutes utiles. Apprendre, c'est le plus beau des combats qui existent, et on a besoin de toutes les forces et toutes les armes, entre guillemets, qui sont disponibles. En fonction des contextes, on va être plus ou moins pertinent. Ce que tu disais sur le slow content, etc., évidemment, indéniablement qu'un podcast, c'est un outil fabuleux. En revanche, moi, je pense que quand on cible une population donnée assez précise, assez homogène, c'est pas des formats longs qui sont les plus efficaces. Parce que c'est, encore une fois, une histoire d'engagement. Après, voilà, c'est une façon, un regard que nous, on porte sur la question, un regard très opérationnel, très pragmatique. Parce que on voit que beaucoup de managers, de responsables d'entreprise qui ont des grands, encore une fois, des grands challenges, que ce soit en termes de performance ou d'agilité à relever, il faut qu'ils trouvent des solutions pour déployer simplement, efficacement surtout, et rapidement des connaissances et des informations. Donc, mais c'est de toute façon le mobile learning, le micro-learning, le dogged learning, ce n'est qu'une partie de l'attirail du directeur de la formation d'aujourd'hui et de demain, évidemment. Et savoir jongler avec ces outils et les connaître et savoir les articuler entre eux à travers un plan de formation, comme on parle de plan marketing, etc., c'est la compétence de la direction de la formation de demain. Et pas que de la formation d'ailleurs, parce que même le métier, il a besoin de former les organisations qui sont les plus performantes, inclut la formation comme un élément stratégique de plus haut niveau. Stéphane, je vous laisse rebondir peut-être si vous avez… Oui, alors juste un point, on est à peu près d'accord. Moi, je conseille à tous ceux qui sont mauvais en formation, faites du snack content. Parce que quitte à être mauvais, autant faire court, ça évite d'être pénible pour tout le monde. Donc ça, très favorable à cette idée, n'essayez pas de faire du long. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt un écosystème. C'est-à-dire quand c'est de la formation qui ne sert à rien, il y a quand même des formations qui sont un peu d'abord obligatoires, donc qui sont une grosse partie. Donc dans ces cas-là, c'est pénible, c'est pénible. L'intérêt, c'est de se dire comment est-ce que je construis mon écosystème. Et si dans mon écosystème, je mets par exemple, Sarah parlait, alors moi j'ai traduit comme ça par rapport à World Café en présentiel ou des tables apprenantes ou des choses comme ça, le présentiel est extraordinaire. Pourquoi? Parce que les gens viennent raconter une histoire qui tient la route. Et donc, la vraie question, c'est pas le support. Demain, il y aura du métaverse. Le podcast est extraordinaire pour changer la culture d'une entreprise. Mentalement, on permet aux gens de rentrer dans leur tête et comme on n'est pas embêté par l'image, le podcast est formidable. Que ce soit du snack content d'ailleurs ou du slow content, tout est bon. Donc, la question, c'est comment je raconte une belle histoire qui est cohérente. Et ça, c'est le travail du pédagogue ou du responsable de formation qui s'en occupe. Si l'histoire n'est pas intéressante, quel que soit l'écosystème, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et pour terminer, c'est ça l'élément que je voulais apporter. Opposer les formats, c'est bonne guerre parce que ça permet de faire du débat, donc je ne suis pas contre l'idée. Mais ça veut dire que comment est-ce qu'on fait quand vous avez fait, là on a fait du slow content, on a été long. Hein, à l'intérieur, il y a énormément de petits contenus, mais comme vous avez fait un teaser. Le teaser permet justement de donner de la valeur sociale à ce qui est long. Et derrière, ça veut dire qu'on organise un écosystème. Et tout l'intérêt après, puisque j'invite tout le monde à suivre les prochains, donc on ne sera pas forcément tous, mais ça veut dire tout moi. Mais ça veut dire que, et donc petit à petit, vous tissez un lien. La vraie nouveauté, que ce soit snack content ou slow content, c'est le fait de raisonner en relation apprenante. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose, mais on prévoit, alors qu'on vient de donner quelque chose, qu'est-ce que je vais donner après? Et ce travail de relation, avec le big data, des choses comme ça qui vont se développer de plus en plus, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est comme ça que l'apprenant apprend. Et si on permet de mettre la formation au service de l'apprenant, ce qui est un mot que tout le monde utilise pour rien dire, souvent,
Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut aller interroger l'apprenant. Et si on ne lui pose pas la question véritablement sur qu'est-ce qu'il ressent, comment est-ce qu'il fonctionne, dans ces cas-là, on reste à pousser du contenu. Non, mais c'est vrai que je pense que les formats courts comme les formats longs ou le présentiel ont encore un bel avenir devant eux et on se positionne plutôt maintenant sur un format de blended learning où justement on va allier les deux. Et d'ailleurs, c'est la fin de nos thèmes. Je propose de passer aux questions. Si certains participants souhaitent poser leurs questions, alors je vois que pour l'instant, nous n'en avons pas. Alors peut-être qu'il y aurait un bonus sur les questions. Si quelqu'un posait une bonne question, dans ces cas-là, vous leur offrez quelque chose? Oui. Pourquoi pas? Un entretien privilégié avec vous trois serait un bon cadeau. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à se dire. Si personne pose de questions maintenant, c'est délicat. Ouais. Il y a une Alors, question, il y a là. une question sur le blended learning. Alexandra. Qu'est-ce que le blended learning? Sarah, est-ce que vous souhaitez répondre? Ouais. Le blended learning, c'est le fait de mélanger les modalités de formation et donc de le mélanger dans le sens de présentiel, distanciel, mais aussi dans le sens de slow content, snack content, et du coup de créer tout un parcours de formation avec toutes ces différentes modalités pour plein de raisons, pour les raisons déjà de partager différemment certaines choses, une partie théorie, une partie pratique, mais aussi pour toucher tous les types de personnes parce qu'on apprend tous différemment et donc pour pouvoir s'adapter le plus possible à la manière d'apprendre de chacun. Très bien. Est-ce que Stéphane ou Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, l'intérêt de toute façon du mixte, c'est que le mix pédagogique va évoluer. Je citais le métaverse ou des choses comme ça. Est-ce que ça marchera? On n'en sait rien. On le saura dans 3 ans a priori. Tout le monde se dit, je me lance dedans pour être un peu à la mode. Aujourd'hui, de plus en plus, les supports créent des modes, ce qui n'était pas le commun en formation. Regardez par exemple la façon dont les MOOC les MOOC sont apparus en formation en 2008. Elles sont rentrées en entreprise en 2016. Donc, ça met un temps dans la courbe d'apprentissage qui est un peu long. Regardez comment les podcasts sont rentrés en 2020, sont réapparus avec Clubhouse. Et en 2021, ils sont rentrés dans toutes les grosses entreprises qui ont fait de l'expérimentation. Autrement dit, de plus en plus, la formation est en recherche en disant qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il faut que j'y sois, il ne faut pas que je sois largué. Donc, il y a cette attention. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir un support. Ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. Choisissez celui que vous aimez bien. Et après, surtout, ce qui est important, ce n'est pas le support, c'est la cohérence de ce que vous faites. C'est ce que vous racontez, ce qui est intéressant. Et si ça ne l'est pas, vous pouvez toujours dire que c'est à cause du snack content, slow content, tout est bon. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez été pas bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'accepter le fait de dire, comme disait Mathieu, l'essai-erreur. Mais l'essai-erreur, c'est ce que disait Henry Ford. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient tous dit des calèches qui vont plus vite. Et donc, il a proposé son modèle T. Et donc, en formation, ce qu'il faut avoir des gens courageux, c'est-à-dire qui se disent, je propose un truc qui a l'air intelligent, qui a l'air cohérent. Ils l'ont déjà fait dans d'autres boîtes. J'ai fait de mon benchmark. Donc, je sais ce que je fais a priori. Je le mets sur la table de façon ergonomique et design, de façon à voir comment ça réagit. Et si je l'ai bien fait, je vois la réaction, ça marche bien. Et dans ces cas-là, les gens adhèrent. Et si je l'ai mal fait, j'accepte de dire, je pivote. Je me suis planté quelque part, je fais un peu différemment. Et donc, ce côté très opérationnel des organismes de formation, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que si on fait une série qui ne marche pas, on change quelque chose et on voit jusqu'à ce que ça marche. Oui, non, c'est certain. Et je vois une autre question. Donc, quelle est la durée de vie moyenne d'une formation fast-food? Alors, fast-food, tout dépend, je pense, à quoi on s'adresse. Est-ce que c'est un format court? Est-ce que c'est un format qui est mauvais? Mathieu, qu'est-ce que tu penses de cette… Moi, je pense… On a eu une réponse. Donc, quand on dit fast-food, c'est un format court. Oui, tout à fait. Mais la durée de vie d'une formation, ou d'ailleurs quelle qu'elle soit, elle dépend aussi du sujet. Si vous voulez faire une formation sur l'histoire, elle va durer longtemps, cette formation. Elle sera pertinente longtemps. En revanche, si vous faites une formation sur l'état de l'art de l'intelligence artificielle, dans 6 mois, elle est dépassée. Pour pousser l'exemple loin. Il y a ça qui compte, mais il y a aussi effectivement, plus une formation va être mise à jour, repensée régulièrement, plus elle aura d'impact. Mais ça, après, il y a une question de coût. Et le coût, il dépend de votre cible, du reach que vous avez, du nombre de personnes que vous avez à former.
Si effectivement la population est très large et que vous avez une formation qui concerne beaucoup de personnes, à ce moment-là, évidemment, il y a une rentabilité à investir dans la formation et notamment dans sa qualité. Dans sa qualité et aussi dans sa mise à jour. Et c'est notamment là où, effectivement, d'aller faire des productions de type mini-série, comme on l'a vu Sarah et autres, peut être très intéressant aussi. Donc, il y a forcément, ça dépend du cas, je pense. Enfin, je ne sais pas si Stéphane et Sarah, vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais il y a la question du sujet et la question de la cible, à mon sens. Oui, pour aller. Oui, pardon. Stéphane. Du coup, juste pour aller encore plus loin sur les sujets, pour le même, il y a des sujets entreprises. Nous, comme sur notre catalogue sur étagère, on a beaucoup de sujets qui touchent plutôt à de la soft skill, du management, prise de parole, gestion du temps, ce genre de choses. C'est vrai que c'est des sujets qui, du coup, tiennent plus longtemps en général. On a des nouvelles méthodologies qui arrivent, donc on a des choses qui peuvent compléter la formation, mais en soi, c'est des sujets qui durent plus longtemps dans le temps, contrairement à quand on va former nos commerciaux aux nouvelles offres commerciales, par exemple, qui vont changer régulièrement. Ouais. Et là, c'est d'ailleurs, il y a la question effectivement du sujet, la question de la taille de la cible et la question aussi des objectifs métiers. Parce qu'il y a des objectifs métiers qui sont plus critiques que d'autres et donc stratégiques et donc qui méritent, sur lesquels il y a un ROI, on va dire. C'est important. Si effectivement on parle de vente, d'aligner tous les vendeurs sur la connaissance produit, ça a une valeur énorme puisque la répercussion derrière, elle se fait en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est toujours un coût-opportunité. Nous avons une deuxième question. Alors, un élément, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que moi, je vous invite, quand vous êtes une entreprise, à acheter vos contenus. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en les basiques du management, c'est ce qui est le plus vendu. Alors, c'est dans tous les métiers, c'est pareil. Les basiques du management, c'est conduite d'entretien, conduite de réunion et définition d'objectifs et gestion de ça. Donc ça, pour une entreprise, c'est quelque chose qui va vous rester 50 ans. Donc, n'hésitez pas à acheter les contenus. C'est scalable, vous les réutilisez à volonté. Et donc, n'hésitez pas à acheter des contenus de qualité parce que vous savez très bien qu'en général, en formation, il n'y a pas énormément de changements. Il y a tout ce qui est l'actualité la veille. Donc là, il y a du changement. Mais le cœur de la formation, c'est du connu et du reconnu. Quand on voit aujourd'hui les innovations qui sont l'émotion, qui sont très importantes pour plein de raisons, c'est des choses de 70. Quand on voit aujourd'hui, quand on parle de communication non violente, c'est aussi des années 70. Si on l'avait filmé, Marshall Rosenberg à l'époque, parce qu'il venait souvent en France, on l'avait filmé, bon, on aurait changé un peu le support pour des raisons techniques, mais si on avait filmé des années 70 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 50 ans à rentabiliser le même produit. Et aujourd'hui, c'est très à la mode la communication non violente. Il n'y a pas une grosse innovation globalement dans la formation, sauf sur certains métiers, etc. Donc, ça veut dire que dans les entreprises où on crée des standards, moi, je vous invite à acheter les contenus et après les réutiliser autant que vous voulez. Ouais. Bien. En parlant de contenu, justement, on a une question de Victoire qui demande si au-dessus de 10 minutes de formation, nous perdons déjà des apprenants, alors de quelle doit être la durée la plus pertinente? Alors moi, je veux bien là-dessus juste préciser ma pensée tout à l'heure quand j'ai parlé de ça. C'est effectivement, si l'objectif est d'occuper le temps, c'est-à-dire par exemple de dire je veux engager ma cible tous les jours pendant une semaine et chaque mois, à ce moment-là, effectivement, on pense que 3 minutes, 10 minutes, c'est pas réaliste. 3 minutes est réaliste. Maintenant, on cherche pas toujours à autant occuper le temps. Ça dépend encore une fois de l'effet qui est recherché. Donc la formation la plus pertinente, ça dépend encore une fois des objectifs, des sujets, comme je redis. Mais quand on parle de connaissance produit et qu'on doit engager notamment sur la connaissance produit à un moment donné qui correspond au plan marketing, parce qu'il va y avoir une sortie produit et on veut que les vendeurs soient parfaitement affûtés sur l'offre, là effectivement, ça vaut le coup d'écouper le temps dans les semaines et les mois qui précèdent cette sortie. Et là, l'expérience très courte va être très, très pertinente. À côté, encore d'autres choses, et ça n'empêche pas de faire, je le redis encore une fois, si on peut, du présentiel ou évidemment des mini-séries comme on l'a vu avec Sarah ou d'autres expériences, que ce soit, qui sont multiples, et il y en a beaucoup. Je sais pas, voilà, je voulais préciser ce point. Mais je laisse Stéphane et Sarah bondir à leur tour. Pour compléter juste sur le format de temps, donc quand on regarde une vidéo, ça c'est plutôt des données qui viennent du marketing. C'est plutôt entre 30 secondes et 3 minutes l'attention de la personne. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument appliquer ça en formation. En fait, je pense que ce qui doit compter, c'est surtout qu'une capsule, une connaissance en elle-même
soit partagée de manière courte et qu'on puisse prendre le temps de la revoir. Et ça, c'est d'autant plus vrai que là, on va de plus en plus vers une ère de l'adaptabilité où les entreprises investissent dans ce qu'on appelle les LXP, qui vont, eux, travailler sur tout ce qui est expérience individualisée d'apprentissage. Et donc, on va avoir de plus en plus, on va faire appel à des capsules de formation et pas la formation en entière, en se disant, par exemple, le manager a seulement besoin d'être formé sur le feedback, donc je lui propose que cette capsule-là. Et donc, sur cette capsule-là, on va pouvoir travailler sur un enjeu de temps, mais ça ne veut pas dire que son parcours en formation globale doit être court et ne doit pas dépasser les 10 minutes. Si on reprend, on peut rester 2 heures à suivre un débat. Parce que vous avez pu voir qu'il y a des débats qui ont intéressé les Français. Si c'est intéressant, et si ce n'est pas intéressant, les gens décrochent. Et là, on revient sur ce qu'on disait au début. Si l'histoire que je raconte n'est pas intéressante, les gens ne resteront pas. Mais on ne peut pas dire que c'est parce qu'en fait, les apprenants ont un temps d'attention qui est suffisant ou pas. C'est qu'en fait, mon histoire n'est pas bonne, quoi, tout simplement. Donc, à nous de construire des belles histoires, des histoires qui soient vraiment impactantes, qui donnent des matériaux, qui aient une tension. C'est pour ça que les débats politiques, il y a toujours des tensions, parce qu'il y a des enjeux. Donc, à créer des tensions, si on dit « Bonjour, comment vas-tu ?» et qu'on sent que c'est mou, et donc il n'y a pas cette contagion émotionnelle qui fait l'adhésion dans ces cas-là, c'est que ce n'est pas bon. Et dans ces cas-là, il faut réécrire l'histoire. Et une fois qu'on a cet élément-là, reprenez par exemple, faites un bootcamp. Vous voyez, cette façon de camp d'entraînement sur des sujets, que ce soit de la vente, du management, enfin peu importe les sujets, sur justement des nouveaux produits de formation. Faites un bootcamp, il reste une journée complète. Les gens sont hyper attentifs parce qu'ils sont capables, ils ne sont pas en burn-out attentionnel parce qu'on ne les sollicite pas toutes les 5 minutes. C'est-à-dire qu'ils laissent les autres apprendre et à ce moment-là, ils reviennent, ils travaillent en collectif. Et donc, cette façon de faire de la pédagogie, de faire du collectif et pas simplement de l'individu, si c'est intéressant et qu'on a créé une vraie communion apprenante, les gens restent une journée, 2 journées, 3 jours et ils seront ambassadeurs de ce projet. Encore une fois, c'est l'émotion qui fait la différence. Et justement, je rebondis là-dessus, Stéphane, parce qu'il y avait cette dernière question, quels sont les contenus de base selon vous, je vois, de Victoire. Justement, moi je dirais, c'est une pirouette, mais les contenus de base sont des contenus qui sont intéressants, justement, et délivrés à travers une expérience qui est excitante. Et également, et de manière avec des moyens qui sont réalistes. Je rajouterai ce dernier élément. Très bien, mais je pense qu'on a bien rempli nos engagements. On est à 1 heure et je pense que l'on peut s'arrêter là s'il n'y a plus d'autres questions. Il n'y a pas de système d'évaluation. D'évaluation. Pour savoir si on a été bon. Alors, à le dire dans le chat. On peut tout à fait faire une petite enquête et bien sûr on a une petite question de Victoire ou une réponse en tout cas. Pour plus de précision, je parlais des formations de base du management avec une longue durée de vie. Ouais. Sur le management, c'est assez simple. Aujourd'hui, il y a le management de base, ça dépend de la culture de l'entreprise. Donc, c'est ce que j'ai présenté en amont. Donc, ça, on peut le faire assez rapidement, quel que soit le contenu. Et puis après, c'est de créer des communautés de managers. Et là, il faut animer. Et donc, avec du snack content, c'est l'idéal parce que ça permet l'engagement, tout simplement. Mais surtout, de favoriser la pédagogie. Un Word Café en numérique, ça marche très bien, ça prend 2 heures. C'est passionnant. Les gens suivent ça avec beaucoup d'intérêt. Le seul élément, c'est qu'il faut l'organiser. Donc, il faut quelqu'un qui raconte l'histoire. Et pour être complet sur les bases dans le management de demain, c'est tout ce qui est la formation relationnelle. Comment, non pas je fais passer mes idées, mais comment je construis une relation dans le temps. Et les soft skills, c'est comment moi, en tant que manager, je gère mon mental, ma cognition. C'est-à-dire que comment je suis capable, alors qu'on met la pression au-dessus, on met la pression en dessous, je suis capable de trouver des degrés de liberté. Cognition et communication relationnelle, c'est ce qui seront les 2 gros leviers des managers de demain et que toutes les écoles de management devraient appliquer avec du snack content, bien sûr, pour rester dans le sujet. Nous, les sujets sur lesquels on a le plus… pardon. Non, ça. Je dis rapidement, juste nous, les sujets sur lesquels on a le plus de demandes en ce moment sur le management, c'est tout ce qui est lié aujourd'hui au nouveau cadre de travail, donc management à distance, management hybride, et après des formats comme manager coach, où on va du coup changer un peu cette compétence du manager et plus accompagner sur le développement d'équipe. Et l'autre sujet qui est beaucoup lié aussi à ce qu'on vit en ce moment aux crises sanitaires, aux évolutions de la société, c'est tout ce qui est la compétence de manager dans l'incertitude. Ça, c'est les formats sur lesquels on a beaucoup de demandes en ce moment.
Et pour finir, justement, j'allais dire, c'était une question de granularité parce que nous, de notre côté, sans surprise, une des demandes classiques et sur lequel on a du contenu sur étagère, c'est sur le management de terrain, donc le management des managers de points de vente, de points de service, etc., qui est une spécificité physique éclatée qui implique des savoir-faire managériaux spécifiques. Voilà, juste pour compléter de notre point de vue. Merci à tous. En tout cas, je pense que c'était un webinaire passionnant. Je pense que nos participants aussi ont aimé. D'ailleurs, Clarisse vous a mis un 10 sur 10. Merci Clarisse. Merci. Et donc, je vous propose de terminer comme cela. Et merci à tous les trois. N'hésitez pas à nous envoyer des questions si besoin. Et bien sûr, vous recevrez le replay par mail à la fin de cette session. Voilà. Merci Alexandra pour ce beau webinaire. Merci à tous les participants surtout. Et enfin à Sarah et Stéphane c'était passionnant effectivement. Moi j'ai pris un grand plaisir à participer à ce webinaire. De même, merci beaucoup. Tous les participants. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.